Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire thématique consacré à la santé dans le cadre du programme Éco-École. Donc, on propose ce webinaire à l'attention des enseignants, des personnels éducatifs, associatifs ou collectivités, avec l'objectif de vraiment montrer comment on peut intégrer la dynamique et la thématique santé dans la démarche éco-école et comment on peut élargir au-delà des enjeux de développement durable. Donc vraiment un grand plaisir de faire ce webinaire aux côtés d'Adozen, qui est donc notre partenaire et expert sur le volet santé. Donc bonjour tout le monde, donc moi je suis Sophie Pienne, je suis responsable pour l'association Adozen et donc aujourd'hui on va essayer de vous faire un peu découvrir nos outils, notre méthodologie pour pouvoir vous outiller concrètement. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Et du coup, pour conclure, je suis Nova Roux, je suis chargée de mission pour le programme Éco-École. Je suis référent donc pour toute la région sud-ouest et je suis référent également pour toutes les questions d'ingénierie pédagogique et de formation. Je donne du coup la parole à Nathalène pour démarrer cette présentation. Eh bien, merci beaucoup Nova. Alors, donc, je reprends sur pourquoi parler de santé à l'école aujourd'hui. En fait, évidemment, la santé, c'est devenu une préoccupation centrale des équipes éducatives et des élèves. Et ces enjeux, on voit bien qu'ils sont profondément liés aux enjeux environnementaux, socio-éducatifs. C'est la raison pour laquelle on souhaite vraiment faire un focus dans notre démarche éco-école sur cette thématique qui est l'une des plus traitées aujourd'hui par les établissements qui sont en démarche éco-école. Je vais juste donc vous rappeler rapidement les objectifs de ce webinaire et n'hésitez pas surtout à intervenir. Donc, les objectifs du webinaire sont de mieux appréhender les enjeux de santé en milieu scolaire, identifier des ressources pédagogiques fiables et comment intégrer la santé dans cette démarche éco-école. Et l'objectif pour nous, c'est de vous faire repartir avec des pistes d'action concrètes. On peut défiler un petit peu la présentation Nova. Et donc, je vais faire un rapide tour de piste du programme Éco-École pour ceux qui ne le connaissent pas parfaitement. Donc, le programme Éco-École, c'est un programme qui a une dimension internationale, qui a été créé en 1994 au Danemark et qui est porté par une fondation qui s'appelle la Fondation de l'éducation et l'environnement, présent dans son pays sur plus de 50 000 établissements. Donc, c'est vraiment un programme qui met en œuvre une méthodologie éprouvée dans plusieurs pays. En France, il a été décliné donc en 2005. C'est un programme du coup qui est présent depuis 20 ans, qui était pionnier effectivement sur les démarches de développement durable. Ce programme, c'est une démarche participative qui est vraiment portée par les élèves. Terre Agir a à cœur de donner le pouvoir d'agir aux enfants et aux jeunes. Et bien évidemment, les équipes éducatives sont les chevilles ouvrières de ces projets. Qui peut participer? C'est ouvert à tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, public, privé, hexagone et outre-mer. Et c'est un programme qui est totalement gratuit pour les enseignants et les élèves. Je rebalaye également rapidement son articulation avec l'éducation nationale. Donc, on a un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale. Évidemment, on est en adéquation avec les programmes et les circulaires EDD. Nos outils sont revisités et validés par l'Éducation nationale. Et je voulais préciser également que le label Éco-École facilite grandement en fait l'obtention des autres labels qui sont portés par l'Éducation nationale, qui sont le label E3D, les labels EduSanté, Égalité filles-garçons, phare. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est vous montrer vraiment que cette démarche permet en fait de mettre en œuvre des projets complémentaires. Et enfin, on a des conventions quadripartites qu'on signe avec un certain nombre d'académies, Terre Agir, le rectorat, l'AMGN, qui est un partenaire institutionnel du programme Éco-École depuis 10 ans, et Adozen, justement pour intégrer vraiment beaucoup plus fortement la dimension santé dans les projets.
qui sont portés par les établissements. J'ai mis un petit récap rapide sur les correspondances entre les différents labels. Et là, on part sur la méthodologie. Donc la démarche Éco-École, c'est une méthodologie en 7 étapes, donc qui est vraiment éprouvée, qui est ni plus ni moins qu'une méthodologie de projet. Il faut bien considérer qu'au cœur de cette méthodologie, ce sont les élèves qui vont être acteurs. Et donc, on a un éco-comité. L'objectif, c'est également d'être ancré dans le territoire. L'idée, c'est pas que l'enseignant porte seul la démarche, mais qu'il intègre les élèves, les parents d'élèves, les personnels enseignants et administratifs de l'établissement, les élus, les associations, les entreprises du territoire, vraiment avec un rayonnement local. Et donc, on est sur une phase d'abord de diagnostic, une fois qu'on a déterminé une thématique, ensuite de plan d'action, ensuite d'évaluation, de communication et de fédération autour du projet et de création collective avec une dimension de valorisation et voilà, de célébration des actions qui ont été menées. Et je reprécise également qu'au cœur de ce projet, on met le lien avec les disciplines, c'est-à-dire que la démarche éco-école n'est pas une démarche supplémentaire qui va venir rajouter une charge ou des actions, elle est pleinement intégrée dans les progressions pédagogiques sur différentes matières. On vous propose des outils qui vous permettent vraiment de faire le lien avec le français, avec les mathématiques, avec le sport, avec toutes les dimensions matières et disciplines qui sont portées dans les programmes. Les thématiques en France, elles sont au nombre de 8. Donc voilà, ce sont les 8 thématiques qu'on traverse. L'objectif, c'est vraiment que les établissements s'emparent d'une thématique sur une année. Et bien entendu, vous pouvez travailler plusieurs thématiques. Elles sont évidemment interconnectées. Et l'idée, c'est que les établissements s'engagent dans la durée et puissent travailler l'ensemble des thématiques au sein de l'établissement. Enfin, on vous propose des ressources. Je fais un petit focus sur un espace numérique collaboratif qui permet d'intégrer les différentes parties prenantes dans la gestion du projet et qui permet également de conserver l'historique de toutes les actions menées, voilà, et donc de les pérenniser. C'est un peu ça l'enjeu aussi de la démarche Éco-École. Et donc là, vous avez une présentation des différents outils qu'on peut mettre à votre disposition dans le cadre de Terre Agir et du programme Éco-École. Voilà, et on vous propose également un accompagnement, donc au travers de référents territoriaux dédiés, donc c'est-à-dire que vous avez des équipes, et là vous avez Nova pour le Sud-Ouest, mais vous avez un référent par territoire qui répond à toutes vos questions, soit par téléphone, soit par mail, soit en visio. Et ponctuellement, on peut organiser des déplacements dans les territoires. Voilà, donc quelqu'un est là pour répondre à toutes vos questions. Et également des relais locaux qui sont des associations soit dédiées à l'éducation et l'environnement, soit à la solidarité internationale ou des collectivités qui sont formées à la méthodologie et qui, là encore, peuvent vous accompagner sur le territoire. Soit du coup en présentiel ou à distance, et voire même peut-être proposer des temps d'intervention dans vos établissements. Donc n'hésitez pas à solliciter également vos relais. C'est vraiment très important aussi dans les territoires de connecter avec les associations et les collectivités qui sont engagés dans cette dynamique de transition globale. Et juste pour rappel, la démarche Éco-École est sanctionnée par un label qui est vraiment du coup une formalisation, une reconnaissance, et qui est adossé à un certain nombre de documents et de critères qui vont nous permettre de vous décerner ce label. L'obtention du label, elle repose sur la mise en œuvre des 7 points de la méthodologie, l'implication des élèves et la réalisation d'un projet à l'échelle de l'établissement et rayonnant sur le territoire. On a 4 démarches de labellisation, donc c'est vraiment une démarche progressive. Ne soyez pas effrayés. Voilà, la totalité des critères n'est pas attendue sur les différents niveaux de labellisation. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de vous encourager à aller plus loin. Et chaque étape de labellisation donne lieu à des pistes d'amélioration et voilà, à des conseils pour aller plus loin dans votre démarche. Voilà. Et enfin, donc, je voulais juste repréciser l'articulation entre Éco-École et Adozen.
On propose une méthodologie, un cadre méthodologique robuste, des ressources, et A2N vient apporter effectivement une expertise santé en prévention, citoyenneté. C'est donc une complémentarité au service des équipes éducatives, et je vais laisser la parole à Sophie pour qu'elle puisse présenter la manière dont Adozen peut vous proposer des ressources et un accompagnement sur la thématique santé. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions aussi, à intervenir, voilà, si jamais vous avez des points qui ne sont pas clairs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je reprends la parole pour présenter Adozen. Alors, tout ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, vous pourrez le retrouver donc dans la présentation que vous aurez par la suite, mais aussi toutes les infos sont sur le site internet. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de tout enregistrer, tout est facilement retrouvable sur notre site internet. Donc, du coup, Adozen, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais du coup, on est une association qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. On est une asso loi 1901. Donc, on a été créé par la MGEN. Donc, c'est aussi voilà, le lien qui nous rapproche. Et peut-être vous nous connaissez aussi par la MGEN. Et donc, Adozen, à la base, on a été créé, pour vous donner un peu de contexte, comme étant l'association des donneurs de sang de l'Éducation nationale. Donc, notre mission, à la base, c'était vraiment de promouvoir le don du sang. Donc, on était vraiment sur des missions d'accompagnement pour le don du sang. Et au fur et à mesure des années, on a, on va dire, un peu plus ancré nos actions auprès des jeunes directement. Et notamment, en 2017, on a eu nos premières interventions de volontaires en service civique. Et j'aurai l'occasion de revenir sur leurs interventions un peu après. Donc, nos volontaires, ils ont commencé à intervenir auprès des jeunes sur des sujets de santé, de solidarité et de citoyenneté, avec voilà, l'idée d'aller un peu promouvoir les sujets de santé auprès des jeunes et d'aller ouvrir des espaces de discussion, des espaces qui soient ludiques, qui soient bienveillants, etc. pour les jeunes. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que la manière dont on intervenait était, on va dire, très sympa, puisque les jeunes passaient un bon moment, ils discutaient, etc., mais qui n'avaient pas forcément l'efficacité voulue. Nous, on voulait vraiment que les interventions en prévention santé, elles puissent avoir déclenché en tout cas un changement de comportement chez les jeunes. Et donc, du coup, ça a permis à l'association de créer une démarche de prévention que je vais vous présenter juste après, qui est une démarche de prévention qui nous est propre. Avant ça, du coup, pour vous dire un petit peu ce que Adozen fait dans la globalité avant de rentrer dans le détail, donc on fait des interventions, on a des volontaires en service civique répartis sur tout le territoire qui interviennent. Je vous donnerai la liste des territoires sur lesquels on est présent et la manière dont vous pourrez rentrer en contact avec les volontaires si jamais vous avez envie d'avoir des interventions. On fait également de la formation sur toute notre démarche de prévention et tous les outils que je vais vous présenter juste après. On a un volet partenariat où du coup on accompagne, que ce soit des établissements scolaires ou des structures. On a aussi un appel à projet tous les ans sur voilà, l'accompagnement de projets qui pourraient naître en tout cas dans les établissements scolaires. L'appel à projet sera lancé en février. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter tout simplement pour ne pas louper l'information. Et on développe des outils pédagogiques qui sont disponibles pour la quasi-totalité gratuitement sur le site d'Adozen, qui sont des outils qui sont clés en main, ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de nous. Nous, on est toujours très heureux de vous accompagner dans la prise en main des outils, mais avec les guides pédagogiques, vous avez aussi la possibilité de vous approprier nos outils et la démarche et de pouvoir ensuite directement dupliquer auprès de vos publics. Donc, du coup, je veux bien qu'on avance un petit peu dans la présentation. Nova, s'il te plaît. Parfait. Donc, du coup, je vous disais, la prévention réflexive, donc c'est notre méthodologie qu'on a développée en partant du constat que donner l'information, et vu qu'on est là aujourd'hui pour parler de santé avec les jeunes, on s'est rendu compte que donner l'information, et je pense que je ne vous apprends rien, ça ne suffit pas. Nous, souvent l'exemple qu'on donne, c'est aller dire à des adolescents que fumer, c'est pas bien. On va finalement rien leur apprendre. Ils le savent. Pour autant, il y a des consommations. Donc, du coup, le premier postulat, le premier constat, c'était vraiment l'information ne suffit pas. Il faut lui donner corps à cette information, il faut lui donner du sens dans le vécu des jeunes, parce que l'information seule, elle tombe un petit peu à l'eau. Leur parler de santé, quand on s'adresse à des jeunes, on s'en est rendu compte aussi, ça ne leur parle pas. C'est-à-dire qu'un jeune, lui dire qu'il faut être en bonne santé, qu'il faut prendre soin de sa santé,
ça s'incarne pas dans son quotidien, dans sa vision, parce que pour la grande plupart, et ils ont l'impression d'être en bonne santé, ils grandissent, ils ont l'impression de dormir suffisamment, etc. Donc en fait, juste arriver avec l'étiquette santé, c'était pas suffisant, et du coup, ça ne donnait pas lieu à des changements de comportement. Et si on veut parler un peu plus largement, on ne développait pas les compétences nécessaires, et notamment les compétences psychosociales, pour avoir des changements de comportement et pour avoir un comportement vigilant vis-à-vis de sa santé. Et ensuite, transmettre des messages de prévention uniques, ça complique la volonté qu'on avait de les émanciper, de permettre en tout cas aux jeunes de s'émanciper. Donc, on s'est dit, avec tout ça, et tous les écueils qu'on a recueillis sur nos premières années d'intervention, on va dire, auprès des jeunes, on s'est dit, il faut qu'on développe quelque chose qui permette de pouvoir aller un petit peu plus loin dans la prévention, d'où la naissance de la prévention réflexive. Et donc, je veux bien qu'on avance la slide suivante. Merci. Et donc, du coup, c'est une démarche qu'on a créée. Donc, Adozen, en 2017, a fait la rencontre d'une doctorante CIFRE, qui était doctorante, du coup, en philo pour enfants et adolescents et en éducation. Et donc, du coup, avec cette doctorante, on s'est posé la question de comment faire de la prévention un outil qui ait vraiment un impact chez les jeunes et dans le développement de leurs compétences psychosociales et de leur émancipation. Du coup, on a créé la prévention réflexive qui aujourd'hui est à la base de tous nos outils. Donc, quand vous allez fouiller un petit peu dans nos outils, quand je vais vous les présenter après, vous allez voir que c'est une méthodologie qui est particulière, puisqu'il n'y a pas de transmission d'informations brutes, puisque je vous l'ai présenté juste avant, on pense que ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour permettre aux jeunes de s'émanciper. C'est des outils qui vont vraiment permettre d'aller ouvrir des espaces de dialogue. Et pour faire ça, du coup, on s'est rapproché de la philo pour enfants et adolescents, qui nous a apporté tout un tas d'outils qui permettent réellement aux jeunes, non pas juste de discuter sur des sujets de santé, mais d'aller un petit peu plus loin dans le développement de leur esprit critique et de se dire, OK, pourquoi est-ce que je pense ce que je pense puisque parfois, notamment sur les sujets de santé, de solidarité ou de citoyenneté et sur les sujets d'environnement aussi, on a l'impression de savoir, de comprendre, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de pourquoi est-ce qu'on avait cette idée-là? Pourquoi est-ce que je pense que dormir juste la semaine quand je suis à l'école, mais pas forcément le week-end, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est bien pour ma santé? Des fois, on a des stéréotypes qui sont véhiculés et donc, du coup, nous, l'objectif de notre prévention, ça va vraiment être d'aller regarder à la base de notre argumentaire et de se dire comment est-ce que j'ai construit ma pensée et comment est-ce que cette pensée, elle a un impact aujourd'hui sur mes comportements et donc, in fine, un impact sur ma santé. Donc, du coup, on se base sur trois grands principes dans notre prévention réflexive. Déjà, c'est, on va dire, ne pas tenir compte de ce qui est déjà là. On va partir du principe que ce n'est pas nous, en tant qu'adultes, d'aller imposer notre vision, nos problématiques et la manière dont on envisage les problèmes. Parce que si j'arrive face aux élèves, j'arrive avec ma vision d'adulte, j'arrive avec mes lunettes, entre guillemets. Ensuite, on ne va pas imposer une perspective et on ne va pas être moralisateur, puisque du coup, c'est les écueils de la prévention, c'est-à-dire on ne va pas uniquement être dans la moralisation, mais on va essayer d'aller faire réfléchir. Et enfin, on ne va pas juste transmettre des compétences, ces connaissances, pardon. Ces connaissances, on va leur donner un peu du corps. C'est-à-dire que quand dans nos interventions, on va transmettre de la connaissance, cette connaissance, elle doit s'ancrer dans la réalité des jeunes, elle doit donner sens aux propos. Elle ne doit pas être juste donnée pour qu'il y ait une transmission d'informations. Si je donne un exemple, si on fait des interventions sur le vivre ensemble et sur la prévention du harcèlement, si à un moment j'ai envie de donner la définition du harcèlement ou que j'ai envie de donner tous les risques pour une personne qui serait on va dire, un harceleur, il faut que cette information, elle ait du sens dans mon propos. Parce que si juste je donne l'information, elle va tomber et en fait, elle ne va pas s'ancrer dans vraiment, OK, où est-ce qu'on en était dans notre réflexion? Qu'est-ce que dans notre réflexion, cette information va apporter pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse du coup être autonome dans notre manière de réfléchir et de penser. Donc ça, c'est un peu sur
la construction et la manière dont on a construit en tout cas notre démarche de prévention. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et ça, vous allez le retrouver dans tous les outils. Premièrement, on part de l'intérêt des participants. Tous nos outils sont des supports de réflexion. Peut-être que certains d'entre vous, nous connaissent pour notre outil Stéréotype Stéromeuf. C'est des vidéos. Ces vidéos, elles n'ont pas vocation à transmettre de l'information, encore une fois, mais elles ont vocation à faire réfléchir. Donc, on part de supports de réflexion que tous les jeunes vont regarder avec leur expérience, avec leur vécu, avec qui ils sont à l'instant T quand on est en train de leur présenter. Et on va partir du principe que ce sont des interlocuteurs valables. Donc, ils vont avoir des questions, ils vont avoir des réflexions par rapport à ce qu'ils vont voir. Et on va se dire que tout ce qui va être dit à ce moment-là a de la valeur et on va le prendre en tant qu'hypothèse. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, on va dire le point commun dans tous nos outils. À chaque fois, on part d'un support de réflexion. Ce qui fait que l'animateur, lui, si j'ai décidé d'animer quelque chose sur, par exemple, l'alimentation, je ne vais pas arriver avec toute une liste de problématiques on va dire, à étudier avec les élèves, mais je vais partir d'un support de réflexion et ce sont les élèves qui, en partant de ce support de réflexion, vont proposer des questionnements. Ça, c'est la philo pour enfants et adolescents qui nous a, en tout cas, on s'en est inspiré justement pour créer ce qu'on appelle une communauté de recherche, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui vont formuler des questions. Et ensuite, ces questions, on va les redonner aux participants pour qu'ils puissent essayer d'y répondre. Donc, du coup, on accompagne vraiment le développement des compétences réflexives puisque, comme je le disais juste avant, une fois que les jeunes vont poser une hypothèse dans le groupe, donc ils vont donner une idée, une pensée, une réflexion, on va à chaque fois, avec des outils qui sont, encore une fois, issus de la philo pour enfants et adolescents, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être philosophe ou d'être très calé. Tout est, on va dire, pas à pas dans nos outils. On va aller questionner ce que pensent les jeunes. Et on va pas, du coup, on va sortir d'un échange anecdotique pour aller vraiment vers de la réflexivité. C'est-à-dire que si jamais un jeune nous apporte une hypothèse, on va aller tester cette hypothèse. Et dans les outils, on a les pas à pas, du coup, de comment est-ce qu'on fait pour tester une hypothèse. Peut-être qu'on va demander un exemple et un contre-exemple, du coup, ce qui va nous permettre de savoir si cette hypothèse, elle est valable et si, du coup, on peut s'appuyer sur ce raisonnement-là. On va pouvoir aller voir si derrière mon hypothèse, il y a peut-être un présupposé. Peut-être qu'il y a un présupposé, un stéréotype qui va biaiser la réflexion du groupe à ce moment-là. Et donc, le rôle, ce n'est pas de dire « attention, il y a un stéréotype », c'est d'aller chercher le stéréotype ou le présupposé qui se cache dans nos réflexions pour aller, encore une fois, aller le tester et essayer d'aller voir un petit peu plus loin sur des idées. Et enfin, on procure l'information vraiment pour qu'elle ait du sens dans l'expérience des jeunes et de la manière dont ils sont en train de construire leur réflexion. Puisque moi, ce que je dis aux jeunes quand j'interviens avec eux en classe, et c'est la manière dont on forme nos volontaires en service civique, c'est qu'on va rentrer dans une posture d'enquête. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a décidé d'aller parler de l'alimentation avec les jeunes, on ne va pas tout simplement ressortir avec une liste de comment bien manger, comment faire nos courses, etc. Mais on va aller enquêter. Qu'est-ce qui se cache derrière l'alimentation? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est aussi important? Alors oui, c'est ce qui nous permet de vivre, mais peut-être que derrière l'alimentation, il y a des notions d'identité. Pourquoi est-ce que la culture, elle est aussi liée à l'alimentation? Tous ces questionnements-là, qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense prioritairement quand on va parler, par exemple, d'alimentation, nous, c'est des sujets qu'on va aller proposer d'aller faire, ou qu'on va aller étudier et encore une fois rentrer en enquête avec les jeunes. Non pas pour arriver à une conclusion, mais vraiment pour se dire que la construction de la pensée, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et donc, quand on pense à alimentation, si je vois et ça c'est ce que je pourrais dire à des jeunes, si tu vois ton pote en train de manger quelque chose que tu estimes ne pas être bon pour sa santé, peut-être qu'avant de se poser cette question-là et de lui dire attention, là, ce que tu manges, c'est trop sucré ou autre, on va se poser la question de quelle est la notion peut-être de plaisir derrière ce qu'il est en train de consommer. Peut-être que c'est quelque chose qui est en lien avec son identité, c'est peut-être quelque chose qui le rassure. Si on est en période d'examen, peut-être que manger ça lui permet de se rassurer, etc. Donc, c'est un petit peu, on va dire, élargir notre vision sur ces sujets de santé et ne pas rester uniquement dans de la prescription.
Donc ça, c'était un petit peu sur comment on construit nos outils. Et donc un peu plus rapidement pour vous donner envie d'aller regarder, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller explorer tous les outils et que je puisse vous montrer exactement comment ça fonctionne. Mais comme je vous le disais, tout est facilement accessible sur notre site. Et surtout, vous avez les guides pédagogiques qui sont gratuits. Donc, par exemple, on a Stéréotype Stéréomeuf. Donc, Stéréotype Stéréomeuf, c'est une web série qui est accessible gratuitement sur YouTube. C'est une web série qu'on a fait avec Arte, qui est composée d'épisodes qui durent environ, en moyenne, on va dire 5 minutes, et qui permettent d'aller dialoguer avec les jeunes sur les questions d'égalité, mais pas que. C'est-à-dire que dans cette série, donc d'ailleurs qui peut se regarder en série si on veut regarder les 4 saisons, ou on peut regarder un épisode à droite à gauche, comme ça n'empêche pas la compréhension de l'histoire. À chaque fois, les épisodes vont aller proposer une multitude de pistes de réflexion et de portes à aller pousser avec les jeunes. Encore une fois, c'est eux qui vont comprendre ce qui se passe dans la vidéo et qui vont apporter des questions, qui vont aller identifier des stéréotypes, et ce sont ces stéréotypes qui vont permettre d'aller discuter. Il y a vraiment tous les sujets, et pour vous en donner quelques-uns, par exemple, si vous regardez l'épisode 1 de la saison 1, c'est un épisode qui concerne les inégalités salariales. Donc, ce sont des adultes qui sont mis en scène, mais ça fonctionne très bien pour les jeunes. La saison 2, elle est entièrement filmée en tout cas dans un collège. Donc, ce sont les enfants qui sont les acteurs et qui ont même écrit les scénarios. Donc, du coup, ça permet vraiment une identification. Vous avez tout un tas de sujets sur la mixité, sur le rapport au corps, sur les liens amicaux qu'on peut avoir à cette période-là. Donc, voilà, ça, c'est juste quelques exemples. À chaque fois, vous avez, pour chaque saison de Stéréotype Stéréomeuf, un guide pédagogique. Dans chaque guide pédagogique, vous avez une activité et un dialogue réflexif. Donc, vraiment, c'est notre méthodologie pour faire dialoguer, discuter les jeunes, pour chaque épisode. Donc, vous pouvez vraiment faire à votre sauce. Il y a aussi des photos langage, il y a des activités un peu plus manuelles ou créatives sur les questions d'égalité. Et puis après, si jamais vous accrochez avec un épisode et que vous avez envie de juste l'utiliser en tant que tel, sans utiliser les activités pédagogiques, vous pouvez aussi très bien le faire. C'est tout l'intérêt de Stéréotype Stéréomeuf. Ensuite, je vais vous présenter du coup Reflex, qui est l'outil qui vient de sortir. Donc, je veux bien juste que tu avances la slide. Parfait. Donc, Reflex, c'est un outil qui est sorti en novembre dernier, qui est un outil du coup sur l'alimentation et l'activité physique. C'est un cahier d'activités que vous pouvez télécharger gratuitement, tout ou partie, en tout cas, sur la plateforme qui lui est dédiée. Donc, si vous cherchez Reflex sur le site d'Adozen, vous allez facilement tomber dessus. C'est un cahier d'activités qui propose des supports de réflexion et des activités pour faire réfléchir les jeunes à partir de 11 ans. Mais je sais que c'est aussi des choses qui ont été testées avant 11 ans. On va dire qu'à partir du CM, ça peut fonctionner. Et donc, du coup, c'est des activités qui permettent d'aller réfléchir un petit peu à quel est le lien déjà entre activité physique et alimentation. Quels sont ces liens Alors, évidemment, nous, en tant qu'adultes, on va se dire la santé, être en bonne santé, etc. Nous, on a créé 5 thématiques autour de l'alimentation et de l'activité physique pour essayer de lier ces deux thèmes, pour ne pas les traiter séparément, mais les traiter ensemble. Donc, les 5 thèmes, on va avoir identité, plaisir, idéal, expérience et pouvoir. Ces 5 manières d'aller discuter autour de ces sujets-là, de manière un peu plus avec de la hauteur, on va dire. Par exemple, si je prends le pouvoir, et c'est peut-être un outil qui pourrait vous intéresser, c'est une carte d'une ville sur laquelle on va aller se questionner un petit peu la notion de pouvoir dans l'alimentation et l'activité physique. On peut la prendre par plein d'entrées différentes, cette notion de pouvoir. Quel est le pouvoir de l'alimentation sur ma santé? Quel est le pouvoir de l'alimentation sur la ville? Quel est le pouvoir économique, on va dire, et le poids économique de la santé, de l'alimentation et de l'activité physique sur la santé, sur la ville, etc. etc. Donc ça fait partie aussi des outils que vous allez pouvoir retrouver. Et enfin, le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est le Petit Théâtre Citoyen. C'est un outil sur la promotion du vivre ensemble et du harcèlement. Pareil, c'est des supports de réflexion que vous pouvez vous approprier. Donc là, c'est à partir de 4 ans.
Et c'est des comptes qui se lisent du coup avec la technique du coup du Kamishibai. Donc dans un bouteille, vous allez pouvoir faire la lecture de comptes. Aucune des histoires ne parle frontalement de harcèlement. Vous n'allez jamais retrouver de scène de harcèlement ou de scène de violence dans les histoires. Tout est métaphorique. Donc, par exemple, vous avez un des contes qui permet un peu de parler des écrans sans en parler, puisqu'en fait, c'est des enfants qui sont dans un car scolaire et qui regardent par l'extérieur, par la fenêtre, et qui se posent des questions parce qu'en fait, ils n'entendent pas ce qui se passe. Ils ne sont pas à l'extérieur, mais du coup, ils regardent à travers la vitre. Et donc, ça peut permettre d'aller discuter de plein de sujets autour de la réalité, de la vérité, de ce qu'on interprète, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, etc., etc. Donc, c'est des super outils que vous pouvez vous approprier. Idem, il y a le guide pédagogique, il y a les activités qui vont bien avec, mais vraiment l'important, c'est d'aller les découvrir et ensuite de se les approprier et de les inclure du coup dans la globalité de vos projets. Donc voilà, et je vais juste terminer du coup sur les interventions de nos volontaires. On a 34 volontaires cette année qui sont répartis sur les territoires que vous pouvez voir sur la présentation. Ce sont des volontaires qui interviennent gratuitement auprès des élèves sur demande des établissements. Vous pouvez retrouver tous les contacts des volontaires sur notre site internet, parce que là, je n'avais pas la place de vous mettre toutes les adresses mail, mais ils ont chaque binôme à son adresse mail à laquelle vous pouvez les contacter. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter, leur demander s'ils peuvent venir directement dans vos classes, si évidemment vous avez la chance d'être sur des territoires concernés. Dans un rêve ultime, on aimerait qu'on ait des volontaires, avoir des volontaires partout, dans chaque ville, chaque département, mais pour le moment, ce sont ces territoires-là sur lesquels ils sont implantés. Donc voilà, et n'hésitez pas du coup à revenir vers eux ou à revenir vers nous si jamais vous avez la moindre question sur nos outils. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je vois que le temps file, c'est passionnant. Je voulais juste vous repréciser effectivement que dans le cadre du programme Éco-École, on va embarquer toutes les ressources Adozen dans la boîte à outils Éco-École afin que vous puissiez les retrouver facilement. On vous communiquera toutes les informations également dans la newsletter Éco-École, donc n'hésitez pas à vous abonner ou sur les réseaux sociaux Éco-École, où on communiquera régulièrement sur les projets qu'on pourra mener avec Adozen. Et n'hésitez pas aussi à contacter votre référent Éco-École. Je vois par exemple à le Collège François d'Assise qui a besoin d'aide sur la labellisation. Prenez attache avec votre référent. Ils sont vraiment dédiés pour répondre à toutes vos questions. Je reviens juste rapidement, puisqu'il nous reste 10 minutes, pour bien redire que Éco-École, ce n'est pas une action isolée ou une animation ponctuelle, c'est vraiment une méthodologie de projet qui permet de passer de constats partagés à des actions concrètes et ensuite à une évaluation et à une valorisation des avancées. Donc cette méthodologie, elle est là pour sécuriser les équipes, donner un cap et éviter l'épuisement. Je vois qu'il y a dans les commentaires un établissement qui veut aller de 3D vers EduSanté. Encore une fois, Éco-École se veut être un accélérateur pour la mise en place de tous ces dispositifs et créer les passerelles entre les différentes thématiques. Donc, pour revenir aux outils qu'on vous propose en lien avec la thématique santé, vous avez une fiche que vous retrouvez donc dans la boîte à outils Éco-École et tout ça vous sera partagé dans un kit et les ressources Adozen et les ressources Éco-École à l'issue du webinaire. On a donc une fiche sur les clés de compréhension des enjeux avec des chiffres clés, avec des constats, le lien avec les objectifs de développement durable, qui est aussi une porte d'entrée pour la mise en œuvre des démarches Éco-École. Et vous avez ensuite une fiche questionnement qui vous aide. Alors, c'est à titre indicatif, bien sûr, vous pouvez enrichir et personnaliser en fonction du contexte de votre établissement, mais on vous donne des idées effectivement de questionnement sur la santé pour réaliser le diagnostic. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ces outils pour nous dire comment vous les approprier, si vous souhaitez qu'on les fasse évoluer, etc.
Et donc ensuite, on a également comme outil des fiches pédagogiques, donc là qui ont été produites à l'occasion des Jeux Olympiques en 2024 sur les liens et qui sont des fiches pédagogiques avec des actions concrètes. Donc là, je vous ai mis un visuel pour avoir, mais ce sont des fiches qui font 4 pages. Vous avez des activités en lien avec les disciplines. Et donc là, c'est pour faire le lien entre santé et sport, en fait. Donc vous avez à la fois des podcasts et des fiches pédagogiques qui sont à votre disposition. Idem, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous voulez qu'on continue à développer et qui vous serait utile. Et donc, pour terminer, vous avez également, il y a une dernière fiche pédagogique, donc vous avez 3 fiches pédagogiques pour différents niveaux sur les liens entre sport et santé, et vous avez également une fiche sur les indicateurs. Donc là, encore une fois, c'est à titre indicatif. On vous donne des indicateurs qui peuvent être utilisés dans le cadre de la demande de labellisation en lien avec chaque thématique. Donc là, n'hésitez pas aussi à enrichir avec des éléments de votre contexte local et à nous faire vos retours. Mais voilà, vous avez tous ces outils qui sont à votre disposition dans la boîte à outils Éco-École et sur demande auprès de votre référent. Merci beaucoup. Et puis, on se repartage, on vous repartage toutes les ressources qui ont été proposées et mentionnées. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact ou avec directement Adozen ou avec Éco-École, pour activer ce qui sera utile dans votre démarche auprès de vos élèves et dans votre établissement. Merci à tous, très bon appétit et à bientôt pour la suite des démarches Éco-École Santé. Merci à vous, à bientôt.